Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. Mon conjoint souhaite que je change. Voilà, c'est le sujet du jour et vous allez comprendre pourquoi je l'ai choisi. Bonjour, voilà 2 semaines que nous sommes sur le changement dans le couple et que nous avons pris le temps de regarder un sujet. Mon conjoint ne veut pas changer. Et j'avais prévu un autre sujet pour aujourd'hui et puis j'ai été travailler pendant des heures à me dire mais peut-être qu'il manque quelque chose et que ce serait dommage de passer à un autre sujet sans m'arrêter sur ce sujet d'aujourd'hui. Mon conjoint souhaite que je change, ou mon conjoint veut que je change. Parce que ça peut être assez désagréable quand on est dans un couple et de ressentir une demande, d'entendre une demande répétée d'un conjoint et qu'on n'a pas envie de changer. Parce qu'en fait, ça fait partie des réalités conjugales. C'est que parfois, on n'a pas envie de changer. On a l'impression, quelque part, d'être harcelé par le conjoint qui veut que nous changions, parce que quelque chose ne lui plaît pas, ne lui plaît plus. Voilà. Qui plus est, comme je l'ai dit dans les émissions précédentes, si c'était quelque chose qu'il aimait avant, donc c'est vraiment difficile quand on est dans un couple dans lequel tout allait bien, on était bien, il aimait bien ce que je faisais, il ne trouvait rien à redire à ce que je faisais, et tout à coup, ça ne lui va plus. Donc c'est effectivement des situations pénibles qui peut faire qu'on se dise « mon conjoint veut que je change », mais quelque part, pourquoi ? Vous pouvez ressentir du coup la résistance à l'idée de changer, alors que malgré tout, vous percevez ou vous entendez le besoin de votre conjoint qui est formulé et parfois répété, qui attend que vous changiez. Donc ça, c'est une situation assez désagréable. Je vais mettre plusieurs qualificatifs qui vont être d'intensité variable et c'est à vous de choisir celui qui vous va le mieux. Ça peut être désagréable, ça peut être oppressant, ça peut être pénible, ça peut être, on va dire, opprimant, c'est pas loin de oppressant, opprimant, ça peut être déprimant aussi, ça peut être énervant, attristant d'être face à un conjoint qui nous dit « j'aimerais que tu changes ça, j'aimerais bien que tu fasses plus, j'aimerais bien que tu fasses plus ça, j'aimerais bien que tu sois plus comme ça et que tu fasses ça et que tu fasses ça ». Et qu'on a l'impression que c'est gonflant, quoi. C'est tous les jours, c'est régulier, c'est toutes les semaines, tous les mois, mais c'est pas tous les jours. Et on sent parfois une ambiance qui s'altère quand on est dans cette situation-là. Alors aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur ça, vraiment, vous donner des éléments. Si vous êtes de ce conjoint, vous pouvez vous dire « mon conjoint veut que je change ». Et j'entends bien derrière que soit vous n'avez pas envie, soit vous avez une ouverture, pourquoi pas envisager de changer, mais vous sentez que c'est pénible. Alors première question, pourquoi sentez-vous de la résistance en vous ? Vous percevez que votre conjoint veut que vous changiez, vous entendez votre conjoint vous demander de changer, mais vous sentez une résistance en vous. Donc la première chose, c'est que c'est une super opportunité pour apprendre de vous-même, pour apprendre sur vous-même. Qu'est-ce que ça veut dire que vous sentiez de la résistance, une non-envie de changer, voire un refus de changer ? Premier point, c'est que vous pouvez ressentir peut-être de la pression, une impression de chantage, une sorte de forcing ou d'obligation à changer. Peut-être aussi une peur à changer ou une impuissance au changement. Donc si on reprend un ou l'autre de ces points qui sont présents, vous pouvez déjà commencer à apprendre de vous-même. Peut-être que vous voudriez bien changer, mais vous vous sentez impuissant. Ou peut-être avez-vous peur de changer en vous disant « mais si je change, qu'est-ce que je vais devenir ?» Et puis peut-être jusqu'où je devrais changer. Peut-être aussi, est-ce que le changement que je mettrai en branle avec tous les efforts que je ferai satisferont mon conjoint ? Parce que quitte à changer, autant changer pour quelque chose de bien, mais si je ne sais pas vraiment. Parfois, ça peut être aussi parce que vous avez l'impression de percevoir un forcing, c'est-à-dire comme une forme d'obligation, de pression, je parlais d'oppression tout à l'heure, qui fait que vous avez le sentiment que vous ne serez aimé que quand, ou accepté que quand le changement aura été constaté. Et ça peut provoquer une sorte de bras de fer dans ce jeu du changement.
Et vous pouvez aussi être découragé pour le chantage, comme je l'ai dit. Vous avez l'impression qu'on essaye de vous amadouer pour que vous acceptiez enfin le changement. Allez, s'il te plaît, ce serait sympa de ta part, c'est vraiment gentil. Vraiment, t'es pas gentil, t'es pas cool ces temps-ci. Vous entendez tous ces vocables du chantage qui sont malheureusement présents dans certains couples de temps en temps et qui, j'espère, dans le vôtre, disparaît progressivement, pour ne pas dire disparaît plus ou moins rapidement, quitte à ne plus jamais ressortir. Ça, c'est une première chose que vous pouvez donc apprendre sur vous, donc à ressentir ce qui se passe. Est-ce que c'est de la pression? Est-ce que c'est de l'oppression? Est-ce que c'est du chantage, du forcing, de l'obligation, de la peur ou de l'impuissance qui fait que vous vous dites non, je ne veux pas changer. Voilà, vous tenez le bord de la table. Surtout, non, non, non. Vous résistez. Une deuxième raison pour laquelle vous pourriez résister à l'idée de changement, alors que vous entendez et comprenez la demande de changement de votre conjoint, c'est que ça ne correspond pas, ce que vous entendez qui est attendu par votre conjoint, à qui vous voulez être ou à ce que vous voulez vivre. En fait, c'est en inadéquation avec votre philosophie de vie à deux, votre philosophie de vie personnelle, tout simplement, avec vos valeurs, vos croyances. Le changement qui est attendu ne correspond pas à qui vous êtes. Par conséquent, vous seriez en contradiction avec votre être et votre conscience, finalement. C'est une des raisons pour lesquelles, parfois, il y a un blocage, une résistance au changement demandé par l'autre, motivé par l'autre, même s'il part de bons sentiments. Parce que la question n'est pas de se dire est-ce que mon conjoint me demande de changer en partant de mauvais sentiments. Je pars du principe que quand un conjoint demande de changer, c'est partant du bon sentiment. C'est-à-dire qu'il pense que la vie à deux, ou au moins sa vie à lui, sera plus agréable si le conjoint auquel la demande est formulée accède à cette demande de changement. En tout cas, dans les deux cas, que vous résistiez parce que vous ressentez une pression, un chantage, un forcing, une obligation, une impuissance ou une peur, ou que vous avez l'impression que la demande est en inadéquation avec vous-même, avec vos valeurs, vos croyances, vos manières de vivre le couple et de voir la vie, dans les deux cas, vous avez le même chemin à parcourir pour arriver à vivre un couple heureux qui consiste en deux étapes, à partager et à écouter. Partagez ce que vous ressentez. Que ce soit de la pression, du chantage, du forcing, de l'obligation, de la peur ou de l'impuissance, partagez, dites-le à votre conjoint. Tu vois, j'entends ta demande, elle est répétée ou elle est pertinente, j'entends bien que tu es dans ton droit d'aspirer, je ne sais pas comment vous voulez formuler les choses, et je voudrais que tu saches que j'entends ça et que je ressens. Voilà. Et je reste en je ressens du forcing, comme si je n'accédais pas à ta demande, eh bien, je serais moins aimé, ou bien je n'étais pas aimable, ou bien je ne serais pas un père, ou je ne serais pas un bon mari, ou peut-être... voilà. C'est à vous de voir en quoi ça résonne dans votre identité intérieure conjugale pour chercher à partager avec votre conjoint le ressenti qui est le vôtre. Et si c'est par rapport à votre volonté d'être et de vivre, à vos valeurs, etc., évidemment, là, c'est pareil. J'entends que tu demandes que je change. Cela dit, ce changement m'amènera à être dans une démarche qui ne correspond pas à ma volonté d'être, à ma vision de la vie, à ma philosophie de la vie, à ma valeur éducative ou conjugale, etc. Voilà, c'est à vous d'aller chercher et de puiser pour partager avec votre conjoint une des raisons ou les raisons qui font que vous êtes dans cette résistance au changement. Pour autant, et vous avez remarqué que je pars du principe que cette résistance au changement est fondée avec une véritable motivation. Ce n'est pas de la résistance au changement pour embêter son conjoint. Ce n'est pas la résistance au changement parce que je ne veux pas perdre, parce que je ne veux pas être celui qui change alors que l'autre ne change pas. Voilà, on est vraiment sur un fondement de relation conjugale sain, dans lequel il n'y a pas de volonté de manipuler l'autre, de jouer au plus fort et de ne pas perdre quoi que ce soit dans la relation, etc. D'accord ? Même si je sais que parfois dans la relation, on veut éviter d'être perdant. Si le couple est plus heureux et si mon conjoint est plus heureux, déjà j'aurai des gagnants parce qu'il y a de grandes chances que moi aussi je le sois davantage. Donc parfois, on a l'impression de perdre, mais on y gagne. Ça s'appelle de l'investissement. D'accord ? On a moins d'argent dans la poche, mais on a plus de retour suite à un placement. Donc la première étape, dans les deux cas, que ce soit pour un ressenti, comme je l'ai évoqué, par rapport à une impression de chantage, d'obligation, de peur, d'impuissance, etc., ou par rapport à une inadéquation avec votre identité personnelle,
vivez premièrement le partage. Je ressens, j'entends ta demande et je ressens ceci ou ça, ou je vois les choses comme ci et comme ça. Et ensuite, passez à une autre étape qui est d'écouter. Vous ne pouvez pas vivre le partage sans passer à l'écoute. Voilà, j'entends que tu me demandes de changer. Je perçois la raison pour laquelle tu me demandes de changer. Je ressens tel et tels éléments par rapport à ta demande de changement. Et maintenant que je t'ai exprimé mon ressenti, je t'écoute. Ça, c'est l'amour. Je partage et j'écoute. Et je partage en je. D'accord ? Vraiment important de partager en je. C'est moi qui parle avec mes ressentis. On s'en moque de votre maman, de votre papa, de vos ancêtres, etc. Voilà, vous ne résistez pas au changement pour respecter l'héritage ancestral. Ça, non, c'est vous. Vous. Qui êtes-vous, vous, maintenant ? Que voulez-vous être ? Vous avez remarqué que qui vous voulez être et ce que vous voulez vivre, c'est devant vous. C'est au présent et devant vous. Je ne suis pas sur le passé. Vous ne voulez pas être conforme à ce que vos parents vous ont demandé. Sinon, vous n'êtes pas en couple. D'accord ? Il y a un problème. Faites-vous accompagner. Que vous viviez le partage et l'écoute, c'est on va dire deux jambes qui vous permettent d'avancer conjugalement. Le partage et l'écoute, revient le partage et revient l'écoute, puis le partage et l'écoute. Vous avancez dans un pas de l'un et de l'autre. On partage, on écoute, on partage, on écoute, on partage, on écoute. Et comme ça, en couple, on parcourt des kilomètres conjugaux pour se retrouver ensemble sur le même sentier. Et même, j'aime bien cette image, à créer des sentiers là où il n'y en avait pas. Créer des chemins qui n'existaient pas. On appelle ça des voies médianes en approche thérapeutique, l'accompagnement, relation d'aide ou psychologie. On va créer ensemble des voies médianes. Ça veut dire qu'il y avait une option A, une option B. Eh bien, on va aller créer une option qui n'est ni A ni B, ni même parfois A' ou B', mais on va créer un mix, un chemin qui va être entre les deux, qui emprunte à A et B, et qui va être un chemin 3. Vous avez compris que j'ai fait exprès de prendre une lettre qui n'est pas, enfin, un chiffre qui n'appartient pas à l'alphabet, par exemple. C'est vraiment la possibilité de créer, d'inventer la conjugalité ensemble pour aller répondre aux attentes et aux besoins des uns des autres. Mais ça, ce n'est possible que si je suis dans ce cheminement où je partage, j'écoute, je partage, j'écoute, je partage, j'écoute, je partage, j'écoute. On est là donc dans un enrichissement où on va s'enrichir soi-même, on va enrichir son conjoint et par conséquent, on va enrichir la relation et donc le couple. Je partage, j'écoute, je partage, j'écoute, je m'enrichis en partageant et en écoutant. J'enrichis l'autre en partageant et en écoutant, ou plutôt, pour être plus rationnel et plus proche d'une approche psycho-conjugale, j'ouvre des possibles pour que l'autre puisse faire ses courses et s'enrichir à partir de mon partage et de mon écoute. Et par conséquent, notre couple s'enrichit grâce à cet apport des deux. Finalement, c'est vraiment différent du blocage. Il n'y a plus de résistance quand je suis dans le partage l'écoute, et je m'enrichis, et l'autre profite de ce partage et cette écoute pour s'enrichir. On est loin de qui a tort, qui a raison, parce qu'en fait, dans ce cas-là, il n'y a aucune raison de raisonner comme ça, parce qu'en fait, celui qui demande le changement a toujours des raisons de demander le changement et de l'attendre, de le demander. Donc, il a raison, il n'a pas tort. Je connais personne qui me dise « Moi, je voudrais que mon mari prenne plus de temps pour faire ceci ou que ma femme fasse moins ça » et qu'il ait tort de demander ça. Non, s'il le demande, c'est parce que ça correspond à un besoin ou une attente, même si son besoin et son attente sont mal identifiés, ce qui peut arriver parfois. Mais on ne va pas se poser la question « Est-ce que tu as raison de me demander de moins fumer ou de ne pas fumer dans la maison ?» Non, ce n'est pas la question. Tu me demandes de ne pas fumer dans la maison. Tu me demandes donc un changement là-dessus. Je vais partager la raison pour laquelle ou pourquoi je fume dans la maison, ce que je ressens quand tu me demandes ça. Et je vais t'écouter suite à mon partage qui va venir me permettre d'éclairer, d'être éclairé grâce à ton approche. Voilà. On va passer donc à vraiment un véritable enrichissement. Je rappelle qu'on est loin du débat qui a tort, qui a raison. Et je voudrais avancer vers une autre étape dans cette émission en étant assez franc avec vous, en fait. Je vous ai dit, si vous ressentez de la résistance en vous,
Eh ben, vous avez deux raisons peut-être pour lesquelles il y a la résistance. J'ai dit pression, chantage, forcing, obligation, peur, impuissance, ou bien inadéquation avec qui vous êtes. Mais vous avez besoin de savoir qu'en même temps, la résistance prépare quasiment systématiquement la violence. La résistance prépare quasiment systématiquement la violence. Relisez les pages de l'histoire et voyez les moments où il y a eu de la résistance. Bien sûr, il y a un avant et un après, et parfois, après la résistance, il y a eu des choses magnifiques. Mais il y a eu des passages de violence qui sont inhérents à la notion de résistance. D'accord ? C'est même sur le plan naturel. Vous décidez de faire un barrage dans une rivière, ça prépare la rivière à une éventuelle violence. Vous avez intérêt à faire en sorte que le barrage soit suffisamment solide. Si vous ne voulez pas que, sans que la rivière soit devenue violente, ça n'a rien à voir. La violence n'est pas inhérente à la rivière, mais que la résistance va amener la nature à rassembler davantage de force et d'énergie pendant un temps pour faire rompre la résistance. C'est là que vient la violence. Donc sachez que si dans votre couple, votre conjoint vous demande de changer et que vous n'avez pas envie de changer, que vous faites de la résistance, vous savez que vous semez et que vous arrosez, que vous bouturez, que vous mettez de l'engrais dans une violence à venir. Par contre, à l'inverse, le partage et l'écoute préparent la paix. Et ça, c'est quasiment systématique. Vous pouvez faire le tour de tous les diplomates de la planète. Le partage et l'écoute préparent la paix. Par conséquent, quand vous acceptez de marcher en mettant un pas de partage, un pas d'écoute, un pas de partage, un pas d'écoute, vous savez que vous préparez la paix. Ça ne veut pas dire que la paix ressemblera à ce que vous voudrez. Il y aura bien des négociations, il y aura beaucoup de discussions, il y aura des temps de pause et ne vous attendez pas à trouver une solution dès les premiers échanges. Mais le partage et l'écoute préparent la paix, à l'inverse que la résistance prépare la violence. Donc si vous voulez vivre un couple dans lequel il n'y a pas de violence, mais vous pouvez vivre la paix, vous savez que vous avez là deux jambes, le partage et l'écoute, qui vous aideront à préparer la paix, même si vous avez l'impression que les demandes de changement de votre conjoint sont pénibles, sont présentées sous forme de chantage, que vous avez peur d'y accéder, que vous vous sentez impuissant, etc. D'ailleurs, je voudrais juste dire que si vous vous sentez impuissant, dans le temps de partage et d'écoute, dites-le à votre conjoint que vous vous sentez impuissant. Demandez-lui de l'aide pour arriver à répondre à sa demande de changement. Si vous avez peur, exprimez-lui votre peur. Souvent, on se dit, non, si je exprime ma peur, c'est que je suis faible. Non. Détrompez-vous. Les gens forts ont aussi peur. La différence, c'est que les gens forts verbalisent leur peur. Les gens faibles la cachent. D'accord ? Donc, exprimez-vous. Et peut-être quand je terminerai là-dessus, d'ailleurs, j'aimerais bien terminer sur cette belle force de l'importance de partager sa peur et son impuissance. Alors, je vais prendre un exemple pour être concret. Mon conjoint me demande de l'aider pour les enfants. Quand je rentre le soir, ou même que c'est le week-end, écoute, j'aimerais bien que tu m'aides pour les enfants. Qu'est-ce que je peux faire de manière très concrète ? Parce que j'ai pas envie d'aider mon conjoint pour les enfants, parce que j'ai peut-être jamais aidé mon conjoint pour mes enfants. Je me demande, mais qu'est-ce qui lui arrive à me demander de l'aide ? Ça fait 6 ans, 7 ans, 8 ans qu'on est en couple. Elle ou il se débrouille très bien avec les enfants. Pourquoi tout à coup, il ou elle me dit, mais est-ce que tu peux m'aider pour les enfants ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc déjà, j'ai une première question à formuler dans ce temps de partage et d'écoute. C'est de dire, écoute, j'entends, là je suis dans le partage, que tu me demandes de t'aider pour les enfants. Mais j'ai besoin de savoir ce que ça veut dire de t'aider. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour t'aider ? Là, j'arrive au temps d'écoute parce que j'ai posé la question. Et mon conjoint va me dire, écoute, pour moi, m'aider pour les enfants, c'est que je ne me retrouve pas toute seule. Je fais exprès de donner quelque chose d'assez vaste. Je ne me retrouve pas toute seule, je ne me retrouve pas tout seul à leur faire les devoirs, à m'amuser avec eux et à leur faire le bain. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, qu'est-ce que tu attends de moi exactement ? Et je me remets à l'écoute. Que tu n'attends pas comme de moi que ce soit moi qui fasse tout ce que tu faisais, c'est-à-dire que je m'occupe des enfants en faisant leurs devoirs, m'amuser avec eux, et qu'est-ce que j'ai dit, je ne sais plus quoi, le troisième exemple que j'ai donné. Donc, qu'est-ce que tu attends de moi ? Voilà. La question, c'est, soyons précis, c'est-à-dire que le changement que tu attends, finalement, c'est ça qui est sous-entendu dans ma démarche. Le changement que tu attends
ne sera apprécié que si tu le vois acté. Parce que je sais pas, je peux avoir, je dis, oui, oui, je vais t'aider pour les enfants. Si vous répondiez ça, oui, oui, je vais t'aider pour les enfants. Et que l'aide que vous apportez ne correspond pas exactement à ce que votre conjoint attend, vous savez que vous allez faire flop. Et que votre conjoint restera déçu, frustré, mécontent, à continuer à insister, à vous dire, mais j'aimerais que tu m'aides pour mes enfants, j'ai besoin que tu m'aides pour les enfants. Et vous direz, mais je t'aide pour les enfants, qu'est-ce que tu as à me redire ça? Ça fait un mois que je t'aide pour les enfants. Vous voyez qu'on est face à une incompréhension qui est légitimement liée au fait que vous n'avez pas eu ce temps de partage et d'écoute pour chercher à savoir qu'est-ce que ça veut dire. Donc qu'est-ce que ça veut dire que je t'aide pour les enfants? Tu m'as dit de l'aider pour les devoirs, le bain et je sais pas, ranger leur chambre ou s'amuser avec eux. Ça veut dire quoi concrètement? Alors quand je te demande de m'aider pour les enfants, j'aimerais que par exemple tu leur donnes le bain à raison de 2 fois par semaine. Est-ce que... Alors je suis en train de vous faciliter le travail là. On voit que je suis praticien thérapeute, voilà, c'est sorti tout seul. Alors je continue quand même. Est-ce que ça te paraît acceptable pour toi, leur donner le bain 2 fois par semaine? Voilà, donc vous voyez que j'ai grillé des étapes pour vous donner des éléments concrets qui font que finalement, dans ce temps de partage et d'écoute, quand le conjoint a été écouté, il va aussi aller dans le partage en disant est-ce que on peut le partager de cette manière-là? Sous-entend que moi, je vais quand même continuer à donner le bain 5 fois. C'est à supposer qu'on donne le bain 1 fois par jour. Donc, est-ce que tu acceptes de donner 2 fois? Est-ce que c'est acceptable pour toi? Et c'est à moi de répondre oui, non. D'accord, j'ai répondu oui, ok, très bien, merci. J'apprécie vraiment. Quels sont les jours que tu préférerais? Et je partage encore, je remets sur la table pour laisser à l'autre la possibilité d'inventer, de créer son changement. Et peut-être que l'autre va me dire, mais je ne sais pas moi, n'importe quel jour, est-ce que, et là je vous facilite encore la tâche, est-ce qu'il y a des jours que tu préférais que je choisisse pour donner le bain aux enfants? Écoute, je te remercie de me le proposer. Alors moi je préférais par exemple que ce soit le dimanche et puis le mercredi. Voilà. Est-ce que ça te va? Ouais, le dimanche, peut-être pas, parce qu'il y a Stade 2 où il y a les matchs, ou je ne sais pas quoi. Un autre jour, peut-être. Le mercredi, ça me va, mais pas le dimanche. Quel autre jour? Pourquoi pas? Est-ce que le lundi, le samedi soir, qu'est-ce que tu préférerais? Allez, allons pour le lundi. Donc le lundi et le mercredi, c'est ça. Ok, lundi et mercredi, je m'en occupe. Je vous encourage à être encore plus précis dans votre échange. Parce que si votre conjoint donne le bain à 21h à vos enfants, est-ce que vous serez satisfait ou pas? Ou est-ce que s'il le donne à 12h, je raconte n'importe quoi? Oui, donc soyez plus précis. Donc, ok, donc ça veut dire que tu es prêt à donner le bain aux enfants le lundi et le mercredi. Vers quelle heure tu envisages de le leur donner? Parce que je ne veux pas non plus que ce soit forcément à l'heure à laquelle moi je les donne moi, mais que je puisse m'adapter par rapport au dîner, par rapport aux devoirs, par rapport à d'autres choses. Vous voyez qu'on est en train progressivement de réduire ou plutôt d'augmenter la précision de l'attendu de manière à limiter le risque de frustration. À la fin de l'échange, partage et écoute, je saurai que mon conjoint attend de moi que je donne le bain aux enfants le lundi et le mercredi, que ce soit entre 19h30 et 20h, pour qu'à 20h, les enfants soient prêts pour la suite du rituel du coucher, parce qu'ils auront fini de dîner avant 19h30. Et je sais que finalement, j'aurais fait mouche. Finalement, ça rejoint une des réalités qui est facile à retenir. Je vois que ça fait déjà plus de 20 minutes que je vous parle, je voudrais m'arrêter. C'est que un des meilleurs moyens d'aimer son conjoint est de lui demander comment il veut être aimé. Je pourrais formuler ça autrement. Un des meilleurs moyens d'éviter de se planter en amour est de demander à l'autre comment il veut être aimé. Et du coup, on n'a plus qu'à remplir les cases. Je schématise un peu, mais en se rapprochant le plus possible. J'ai dit que je voulais terminer par la question de l'impuissance et de la peur qui peuvent être l'occasion de demander à son conjoint de nous aider. Donc, mon amour, mon chéri, mon puceron ou ma souris, comme vous l'appelez, libre à vous sur votre manière d'appeler votre conjoint, j'entends que tu veux que je t'aide ou que je change sur tel et tel domaine. J'ai peur ou je ne me sens pas capable, j'ai l'impression de pas y arriver, que je n'y arriverai pas, etc. J'ai donc besoin que tu m'aides dans ce changement. Je suis d'accord de changer. Je suis d'accord de baisser ma résistance au changement.
Et ce qui fait que je vais baisser ma résistance au changement, c'est parce que je sais que je peux compter sur toi pour m'aider. Parce que je risque autrement de me retrouver devant un échec encore, un échec supplémentaire sur lequel tu vas pouvoir encore taper en disant « mais je t'ai demandé de l'aide, mais finalement, voilà ». Donc, demander de l'aide est une des plus grandes qualités d'un dirigeant. Demandez cela au président, demandez à des dirigeants de société, demandez cela à des cadres supérieurs. Ils s'entourent de personnes compétentes pour les domaines pour lesquels ils ne le sont pas eux-mêmes. Autrement, il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un de compétent en bras droit ou en bras gauche. Quand on est compétent. C'est parce qu'on n'est pas compétent qu'on s'entoure de gens compétents. Et quand on s'entoure de gens compétents, on va leur demander de l'aide, on va leur demander des conseils, on va leur demander comment faire ça, qu'est-ce que tu vois, comment tu vois les choses pour ci et pour ça. Et du coup, on pourra insuffler, acter des changements grâce à l'aide qui nous sera apportée par les personnes qui nous demandent de l'aide. Donc jouez ce jeu dans votre couple. Et je m'arrête là parce que ça fait déjà 25 minutes. Je suis peut-être en train de battre un record, mesdames et messieurs. Mais je tenais à faire cette émission avec vous. Et je me réjouis de savoir que vous allez l'utiliser si vous avez en face de vous un conjoint qui vous demande de changer et que vous faites de la résistance. Faites plus de résistance. Passez au partage, à l'écoute, partagez, écoutez pour vous enrichir et enrichir votre conjugalité et être heureux à deux. À bientôt. Je suis ravi d'avoir fait cette émission avec vous. Comme vous le savez, c'est un ajout, je n'avais pas prévu de la faire, mais je suis vraiment ravi de l'avoir fait. Et je sais que vous saurez utiliser les clés que je vous ai données là pour créer votre bonheur à deux. Transmettez cela à des connaissances si vous avez des gens qui autour de vous ont besoin dans leur couple de sortir de cette phase de résistance parce qu'il y a un blocage. Ça leur permettra aussi de découvrir le blog et les podcasts Couple Heureux. Et puis surtout, mettez vos 5 étoiles sur les réseaux sociaux, j'en ai besoin. Et je remercie encore ceux qui l'ont fait. Je vous dis à bientôt.